Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Mikim Chikli. Bonjour Mikim. Bonjour Laurent, Mikim, tu es CEO IMEA chez Weborama. c'est ça. Alors tu dis aux nouveaux arrivants, quand ils arrivent, bienvenue dans la famille. Et tu m'as dit c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Tout Qu'est-ce que à ça fait. veut dire? Alors ça veut dire que, faut toujours commencer par les bonnes nouvelles quelque part. La bonne nouvelle c'est qu'on est ravis d'accueillir des nouveaux, on accueille avec notre cœur à bras ouverts, on essaye de faire en sorte que d'abord les nouveaux collaborateurs, collaboratrices se sentent à l'aise. Mais la mauvaise nouvelle, ça veut dire que la famille, on peut tout se dire. Et donc, s'il y a des choses difficiles à dire, ils vont devoir les entendre, les écouter, on va devoir en parler. Et c'est un peu ça la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde où on va se dire les choses. Et c'est quand même une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que, in fine, si des choses se passent pas bien, on va le dire tout de suite et on va essayer de trouver des solutions pour que ça se passe bien. Alors, Weborama, peut-être que des personnes ne connaissent pas, tout le monde a l'impression de connaître en tout cas, le mot Weborama évoque beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est Weborama? Alors, Weborama, c'est une boîte familiale qui a été créée il y a 24 ans, reprise par Alain Lévy, qui est quasiment le fondateur, mais la nuance est importante quand même. Et c'est une boîte qui s'est montée au moment de l'ère des startups sur la notion de data et d'analytics, et qui a continué tout son beau parcours sur cette notion de data, puis outils autour de la data, puis c'est devenu ce qu'on appelle une NatTech avec des solutions d'aide marketing, tout ce qui tourne autour de la connaissance client, de l'analyse des données, dans un monde où on essaye de respecter de plus en plus les choix de l'internaute. Ça, c'est vraiment un sujet qui nous anime chez Weborama depuis longtemps. Et on a développé, donc, pour dire les gros mots du métier, CDP, Clean Room, ID Graph, voilà, on est vraiment dans le cœur du métier. Et on a des spécialistes de l'intelligence artificielle appliquée à la science des mots, qui est la sémantique. Et donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet de proposer à nos clients, à la fois les éditeurs de presse, les éditeurs de sites internet, et à la fois aux annonceurs, de faire de la publicité sans traquer les internautes, ce qu'on appelle de la publicité cookieless, sans cookies. On ne traque pas, on applique notre NLP, notre outil, sur une page de contenu. Et en fonction du contenu qui est analysé, comme un œil humain, on est capable de contextualiser une publicité. Voilà. Et vous cherchez quel type de profil? Qui sont les personnes qui viennent chez vous? Alors, on cherche des profils très ingénieurs, puisque à la base, on est une boîte d'ingénieurs. On va dire 70% de l'entreprise est constituée d'ingénieurs. Alors quand on a dit ingénieurs, on n'a rien dit, parce qu'il y a différents métiers dans les ingénieurs. Il y a ceux qui vont travailler sur la partie R&D, d'autres qui vont travailler sur la partie produit, back, front. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif. Donc on va chercher des profils qui vont correspondre à différents postes d'ingénieurs. Alors c'était très difficile de les trouver, parce que on est bien sûr en compétition avec des entreprises qui ont des jolis noms qui attirent, les Meta, les Google, les Amazon. Ça va, il ne recrute plus là, en ce moment. Depuis quelque temps, c'est un petit peu plus compliqué de trouver du travail dans ces entreprises-là. D'accord. Ce qui fait que... il y a beaucoup de gens de chez eux qui sont en train de taper à votre porte? Il y a beaucoup... Alors, ils ne tapent pas forcément à notre porte, on n'a pas cette prétention-là, mais c'est vrai qu'on attire des talents maintenant un peu plus facilement. Puis il y a eu une époque qu'on a appelée la grande démission, l'époque du Covid, où il y en a marre de tout, je veux travailler à 100% de chez moi, donc en remote, je veux plus aller au bureau. Vous avez été touché par ça? On a été bien sûr touché par ça. Je veux travailler quand je veux. Si je travaille le dimanche, ça veut dire que j'ai pas envie de travailler le lundi. Donc tout ça, ça déstabilise les entreprises qui avaient des routines qu'il faut remettre en place. Puis bon, j'ai ma mère qui est à Bordeaux, donc je veux plus travailler à Paris. Et votre vision, vous, justement, du télétravail, du remote, on peut travailler comme on veut chez Weborama? Alors, en fait, quand les équipes sont déjà délocalisées, bien sûr, on travaille comme on veut. Ensuite, on fait des exceptions, on va dire, importantes pour garder nos talents. Récemment, on a notre directeur marketing innovation qui avait un besoin vital de quitter Paris et d'aller s'installer dans les Pays-Bas. Il était juste évident pour moi qu'on allait faciliter son move et qu'on allait le garder le plus possible dans nos équipes. C'était soit finalement à terme on le perdait, soit on trouvait un mode de travail différent. Alors après, il y a un engagement qui est très fort. C'est ça un peu l'avantage finalement. Je pense que quand on est dans la famille, il faut faire confiance.
Et donc, quand on fait confiance, ça veut dire qu'on attend de l'engagement derrière. C'est difficile de mesurer l'engagement dans l'entreprise. On peut faire toutes les statistiques qu'on veut, tous les sondages qu'on veut. En fait, c'est quelque chose qui se ressent. Quelqu'un qui est engagé, qui a du répondant, qui a envie de travailler sur des projets innovants, intéressants, on les voit tout de suite, ceux qui sont engagés. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils s'engagent chez vous? Comment vous sentez justement cet engagement dans vos équipes? Alors l'engagement, on la ressent par la proximité. Encore une fois, je ne pense pas que ça soit au travers d'un sondage. On est une entreprise à taille humaine. Hein. Vous êtes 200. On est 200, donc c'est vraiment une entreprise à taille humaine. Et en France, on est plutôt 125. Donc ça, c'est déjà un point important de créer cette proximité. Si j'ai cette proximité et que je connais un petit peu la vie des gens, de ce qu'ils veulent raconter, bien sûr, je vais pouvoir adapter finalement m'adapter et adapter certaines contraintes et puis faire savoir aussi à nos équipes qu'ils sont importants et qu'on peut demander à un client de pousser un petit peu une réunion avant ou un petit peu une réunion après parce qu'il y a un enfant à récupérer à l'école ou parce qu'il y a un rendez-vous chez le médecin. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous et en général, les clients comprennent parce que là aussi, on essaie de créer de la proximité avec nos clients. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Et vous me disiez en préparant que vous aviez un attachement tout particulier à ce que vous appelez la compétence culturelle. Oui, tout à fait. Alors la compétence culturelle, c'est quelque chose d'assez subtil. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit mesuré dans les... Moi, je ne l'avais jamais entendu ailleurs. D'accord. On parle de soft skills, de hard skills. Compétence culturelle, c'est très lié à la diversité, j'imagine. C'est exactement ça. Vous avez une ouverture à la diversité qui est très forte chez Weborama. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on ne s'intéresse pas du tout à savoir l'origine, le pourquoi, du comment. On va s'intéresser à la compétence. Mais pour de vrai, parce qu'il y a plein de gens qui disent ça. Nous, il n'y a pas besoin d'anonymiser un CV. Donc ça veut dire que vous avez une ouverture et un dialogue sur ces sujets qui est particulièrement ouvert. C'est des sujets qu'on a parfois du mal à aborder. Il y a cette culture vraiment d'ouverture, de dialogue, de simplicité par rapport même aux mots que vous employez là. Oui, mais je crois qu'en fait, il n'y a même pas de sujet en réalité. Donc on ne ressent pas, on ne se dit pas voilà, j'arrive dans une société, ils se ressemblent tous, est-ce que je vais me sentir à l'aise ici? Non, on reconnaît tout de suite un coup d'œil sur le plateau que, en fait... c'est pas un sujet. Et ça, c'est pas un sujet. Ça passe toujours bien. C'est même pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. Et vous comprenez que dans d'autres entreprises, ça le soit, ou du coup vous dites bah non, je comprends vraiment pas pourquoi on parle de tous ces sujets-là. Je vois bien que dans d'autres entreprises, il y a des difficultés liées à ces sujets d'intégration et en fait qui sont liées finalement à la peur. Le sujet du rejet, c'est le sujet de la peur, c'est un peu philosophique, pardon, mais c'est le sujet de la différence. Il me ressemble pas, donc non, il me fait peur. Donc en fait, c'est quand c'est pas un sujet, que la couleur n'est pas un sujet, que le sexe, la race n'est pas un sujet, c'est plus facile de s'intégrer. Et vous me disiez, je vous demandais dans les enjeux importants pour vous là, dans les années qui viennent, vous me disiez on a besoin de mieux comprendre les attentes aussi des personnes qui rentrent sur le marché du travail, qui sont un peu différentes de celles qu'on a connues précédemment. Vous pouvez nous en dire quelques mots justement? Oui, alors on fait un métier dans lequel il y a beaucoup d'innovation et on va attirer des talents plutôt jeunes de façon naturelle, parce que c'est des métiers qui sont nouveaux. C'est rare de trouver des data scientists de plus de 50 ans. C'est possible d'avoir un senior data scientist aujourd'hui? Il y en a. Ou en tout cas, il y a des seniors qui vont comprendre. Moi, je vais avoir 50 ans demain. Je fais partie maintenant donc de la tranche, je suis passée dans les 50 et plus. Eh bien, je fais partie de ces gens-là qui vont comprendre ce que c'est que la data science. Je suis juste incapable de faire un algorithme et d'aller me mettre les mains dans du Python. En revanche, j'ai une compétence qui est de me dire, ce collaborateur ou cette collaboratrice-là, c'est super intéressant la façon dont il ou elle approche le sujet. Donc, cette compétence, finalement, on en a quand même un peu besoin. Mais tout ça pour revenir, en fait, sur la notion de qu'est-ce qui a changé et comment on doit comprendre, en fait, les attentes des jeunes générations qui rentrent, comprendre, on peut, mais la difficulté, c'est de s'adapter. Et donc, le sujet, c'est comment on s'adapte à des desiderata qui est, moi, je veux travailler différemment, ou je veux m'engager dans une société, mais je veux être sûre que cette boîte, elle se développe et qu'il y a un avenir. Je veux travailler sur tous les projets les plus intéressants. Non, je ne vais pas retravailler sur ce projet-là. Ça fait 4 fois que je fais un projet sur la mesure. C'est bon, j'ai compris la mesure. Oui, mais en fait, on a un business derrière. Et notre business, c'est d'offrir des solutions de mesure, d'offrir des solutions de ceci et de cela. Donc, j'ai bien besoin de gens qui, régulièrement, vont monter en compétences de façon, on va dire, moins rapide,
que l'évolution que souhaitent ces générations un peu impatientes. Donc c'est aussi à nous de rassurer, de créer un peu des ponts transversaux. Et ça aussi, c'est différent d'une grosse boîte, parce qu'en fait, on n'en a pas 10 000 des jobs dans une petite boîte où on peut faire switcher un collaborateur d'un job à un autre. Là, on a un chef de projet qui est arrivé il n'y a pas longtemps et a vu un job qui correspondait plus à la direction commerciale, direction de clientèle, un ingénieur. Je lui dis, mais super, mais viens, on fonce, puis on va te remplacer dans ton job. Donc dès qu'on peut, on fait. Et vous me disiez, il faut arriver aussi à faire passer l'émotion, notamment avec les candidats, avec l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement, etc. Tout Comment à on fait. arrive à passer l'émotion d'une organisation comme la vôtre, des personnes qui la composent? En fait, ce qui est difficile, c'est de dire, alors les valeurs de l'entreprise sont un côté un peu top-down statutaire. Les valeurs de l'entreprise, ça se ressent, elles doivent être incarnées. Donc oui, c'est difficile quand je vois le nombre d'outils qui sont utilisés maintenant dans les entretiens pour qu'enfin on puisse avoir en face de soi un humain. Je me dis, finalement ces populations-là, ils sont habitués à être des machines et donc tout ça est désincarné, ce qui fait que, peu importe, j'ai pas besoin de m'engager dans la boîte puisque tout est désincarné. Donc il faut remettre de l'humain et de l'émotion, qu'on ressente quelque chose, bien expliquer qu'à la personne qui va nous rejoindre, c'est un choix, pas simplement de l'employeur, mais c'est un choix de l'employé. Et donc, on ne montre pas que le côté rose, sympa, venez chez les bisounours. Non, on fait du business. C'est compliqué, c'est dur, tu vas ramer. Il y a des moments qui vont être intenses, puis il y a des moments qui vont peut-être plus. Oui, vous me disiez même, c'est une façon de les respecter que de leur dire quand ça ne va pas. Oui, justement. Bien sûr, et de le dire dès le départ, de dire on n'est pas là en dilettante. Ouais. Hein. C'est pas parce que t'es bon, que tout va bien, que tu vas voir que ça va être cool. Non, il y a des moments qui vont pas être cool, et donc on va te dire quand ça sera pas cool, et puis on va aussi te dire quand ça sera cool et que ça ira bien, on va aussi te dire. Donc c'est ça, cette émotion qu'on essaye aussi de faire passer, c'est toujours le lien et la confiance. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est vos engagements, vos convictions même, au niveau peut-être personnel et dans l'entreprise, sur le sujet du cancer. Oui, tout à fait. Alors, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai été touchée par cette maladie, avec ce mot qui fait très peur, et à tel point d'ailleurs que je ne l'ai pas dit. Et je ne l'ai pas dit parce que je pense que j'avais peur du regard qu'on pouvait avoir. Elle va être moins compétente, elle va être fatiguée, elle va être ceci, elle va être cela, parce qu'il n'y avait pas du tout d'organisation autour du sujet de quelqu'un qui est malade et qui veut ou peut continuer à travailler. Donc, chez Weborama, on a décidé de rejoindre le mouvement qu'a créé Arthur Sadoun, qui est mon ancien employeur, Publicis. Et donc, on a choisi de rejoindre le mouvement qui s'appelle Work with Cancer. Et Work with Cancer, c'est plusieurs choses. C'est d'abord libérer la parole. Et en général, les femmes ont la possibilité de libérer cette parole beaucoup plus facilement. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais alors, quand on parle à un homme, de révéler sa vulnérabilité, qui n'est pas une qualité masculine par essence, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment ouvrir la porte en disant que c'est quelque chose que l'on comprend, et l'entreprise doit avoir une posture vraiment d'écoute, d'attention par rapport à la maladie. Donc ça, c'est un premier sujet. On vient juste de le mettre en place, cette approche. Maintenant, on est en train de se dire concrètement qu'est-ce qu'on va faire. On a des collaborateurs qui sont touchés par ce sujet, et notamment plutôt qui n'ont pas un cancer, mais qui ont quelqu'un proche dans leur famille qui a un cancer. On ne s'est même pas posé la question en fait de rejoindre Work with Cancer ou pas, c'était pas le sujet, il fallait aménager le temps. C'est un collaborateur qui est là depuis longtemps dans l'entreprise. C'était juste une évidence. Donc voilà, on a soutenu du mieux qu'on a pu, aménager, et puis la parole a pu se libérer et dire on est là, t'inquiète, on va gérer pour toi, et puis aussi secouer à des moments en disant il faut pas que tu te laisses aller. C'est difficile, mais il ne faut pas que tu te laisses aller. Regarde, il y a aussi d'autres trucs, ça peut peut-être te changer les idées. Viens, regarde, remets-toi dans ce sujet-là. Donc c'est ça, le Work with Cancer. Et en parallèle, on a commencé à soutenir l'association d'une de mes amies qui s'appelle Rose Up. On l'a soutenu parce qu'on a engagé nos clients à chaque fois qu'ils dépensaient avec nous ou investissaient dans nos outils et dans nos produits, on investissait un pourcentage dans l'association. Alors Rose Up, c'est quoi ? C'est une association qui a été créée par deux femmes, deux Céline, et elles ont créé des maisons roses pour accueillir notamment les femmes qui étaient atteintes de cancer, parce qu'on est bien seul, que ce soit dans l'entreprise ou à la maison, on est bien seul quand on est atteint d'un cancer, soit en phase de pré-cancer, tu vas
perdre tes cheveux, ça y est, c'est dans 3 semaines, mais t'es quand même belle, avec des jolies affiches de femmes avec des crânes rasés. Et puis pendant la maladie et après la maladie, la réinsertion professionnelle, mais la réinsertion dans sa vie de femme. Est-ce que je peux continuer à avoir des rapports sexuels? Est-ce que je peux me reconvertir? Est-ce que, etc., etc. Donc voilà, il y a toute cette, on va dire, cette démarche-là que font ces femmes qui est extraordinaire, et se battre aussi pour les droits. En l'occurrence, elles se sont battues pour le droit à l'oubli au niveau des assurances, et c'est juste formidable. Et là, il faut se battre sur un nouveau droit qui est que les conjoints ou les accompagnants de gens qui ont un cancer ne perdent pas leur emploi ou puissent bénéficier d'un accompagnement. Et ça, c'est un beau combat aussi. Merci beaucoup, Mickey. On arrive au terme de l'émission. J'ai pas réussi à vous tutoyer jusqu'au bout. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour les engagements que vous portez. Avec Bonne plaisir. journée. Bonne journée.